Moi, mon nom, d'entrée de jeu, c'est Honoré Khossou. Je suis le promoteur donc, de l'USOP Lalo. Et vous le savez très bien, nous sommes dans la transformation et la commercialisation donc, du riz blanc. Et ce qui nous lie avec les producteurs, c'est des relations contractuelles. Et depuis 2005, les producteurs sont donc toujours donc, avec nous. Et ça fait que la relation a trop perduré. Mais si nous avons fait un chemin jusqu'à ce moment, c'est grâce à l'appui technique de notre partenaire, Entreprise Territoire et Développement, ETD, et qui nous a accompagnés donc jusque-là. Donc étant donné qu'on était toujours donc, en partenariat et jusqu'à mettre en place un réseau de clusters qui implique tous les acteurs, et distributeurs d'intrants, producteurs, et les IMF qui quand même mettent en place les crédits. Et ça là nous a permis d'asseoir quand même une base qui est un partenariat gagnant-gagnant. Donc l'appui de l'ITD est parti donc jusque-là, mais ça a facilité la mise en relation avec certains projets programmes, notamment le PADAM. Et le PADAM est venu voir quelles sont les difficultés que nous rencontrons. Donc dans la fonction en amont, vous voyez, les OP déboursent beaucoup de sous pour quand même approvisionner les producteurs en engrais, herbicides, et semences, et aussi les crédits de campagne. Maintenant, avec ETD, il y a quand même un appui de mise en relation forte avec la COP d'IPA à travers le projet PADAM, qui, à lui, a essayé quand même de prendre les commandes à temps pour pouvoir mettre les intrants à temps à disposition des ESOP, mais le paiement est quand même un peu échelonné. Il y a quand même une échéancier. D'abord, il y a un 20% qui est payé au comptant, qui est payé d'abord. Après tout, le reste est prolongé jusqu'au plus tard 31 décembre et on dépose le solde. Donc ce mécanisme a quand même sécurisé le travail donc, des producteurs. Maintenant, avec le conseil donc, de ETD, puisqu'il y avait beaucoup d'intrants que nous achetons donc, au comptant, nous avons développé cette mise en relation avec les IMF et qui à eux maintenant, ce qui leur facilite aussi la tâche parce qu'ils mettaient directement les crédits à disposition donc, des producteurs. Maintenant, le recouvrement était fortement difficile. Maintenant, par rapport à cet engagement, nous on cautionne ces crédits pour les coopératives et les SFD mettre en place le crédit, mais à l'achat, nous on fait une défalcation à la source au sein de l'USOP que les microfinances viennent prendre la totalité de leur crédit. Ça, c'est une action très forte qui a quand même sécurisé plus la relation entre l'entreprise et les producteurs. Donc, et passons ça, et à travers toujours ETD, il y a des actions d'état de lieu, de diagnostic, et il y a un plan de mise à échelle qui est quand même déjà élaboré et validé tout récemment à un atelier à Moïko, et qui retrace toutes les difficultés et les besoins de notre entreprise. Donc ça, c'est d'abord un grand pas que quand même PADAM a fait à notre direction. Et nous, avec les producteurs, nous sommes dans l'espoir que ce plan sera vraiment opérationnel pour quand même enlever beaucoup de goulots d'étranglement dont vivent nos entreprises aujourd'hui. Et il faut aussi également noter que l'environnement du riz n'étant donc pas favorable, il y a l'aspect au marché dont nous entendons de PADAM. Donc il y a aussi des actions qui sont quand même en vue, qui seront quand même développées en ce sens pour que le riz produit et transformé au sein de nos réseaux de producteurs soit quand même à la portée des commerçants retrouvés sur la table des consommateurs. Ce qui va plus donc attirer la production et rendre durable le système dans lequel nous sommes. Dans l'appui apporté à travers le contrat, la convention du PADAM,
nous avons quand même élaboré un plan d'affaires qui est dans le couloir en fait de sa mise en œuvre si les prochaines conventions nous les permettaient. Je voudrais aussi dire qu'au-delà de ces appuis, il y a également un état des lieux qui a été fait afin de renforcer de façon générale chaque ESOP, notamment les ESOP que nous avons pu accompagner. Ce n'est pas assez dit, mais je pense que dans le cadre de la collaboration aussi, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le sens de rendre visible et accessible le riz au niveau des différents marchés. À travers les spots publicitaires, il y a des moyens de distribution qui ont été qui ont été acquis sur la base de cette convention, notamment de tricycles. C'est vrai que la distribution dans les centres urbains, par exemple, se faisait à travers juste les taxis motos qu'on appelle communément ZEM. Aujourd'hui, il y a au moins 2 tricycles dans l'environnement de Cotonou qui peuvent faciliter la distribution. Et ça, avec un branding qui est fait, qui donne de la visibilité sur le riz d'hélice. Et par rapport au mécanisme des intrants, la situation des intrants, et nous avons l'habitude, nous étions quand même depuis 2016, je l'ai dit tout à l'heure, dans un cluster, dont chaque partie joue promptement son rôle. Nous avons le distributeur d'intrants. Lui, il met en place les intrants à crédit auprès des ESOP. Et nous, on les met à crédit aussi également à la disposition de nos coopératives. Donc, c'est bien connu. Et à la fin, on fait un prélèvement à la source et le distributeur rentre en possession de ces sous. Que c'est une relation contractuelle entre l'entreprise et les producteurs. Parce qu'on dit ESOP, c'est entreprise de services et organisation des producteurs. Donc, on est ensemble. Mais néanmoins, il y a un contrat qui est là, est clair et qui définit les causes. La partie que l'entreprise, le rôle que l'entreprise doit jouer et aussi également les producteurs. Et donc, ça fait que si chaque partie respecte ces clauses, ça n'a jamais connu donc de défaillance, de problème. Donc, c'est un peu ça. Et par rapport au crédit auprès des FSD et SFD, c'est un contrat formel qu'on signe. Et la caisse signe, les autres signent son engagement, les producteurs signent. Même il y a des fiches à l'intérieur du contrat qui engagent chaque producteur au niveau des coopératives, qui démontrent que c'est ce montant que les producteurs ont pris et c'est ce montant, tel montant que le producteur va rembourser. Donc les contrats sont signés et nous, on a copié, les producteurs ont copié, la caisse aussi également a copié. Donc, aux opérations commerciales, dans les achats, après les achats, nous, on fait une défalcation à la source à notre niveau et on appelle la caisse qui vient promptement prendre son argent. Ça met en sécurité tout le système. La banque est sûre qu'il n'y a pas de défaillance qui relève donc des impayés. Mais nous, on prend quand même tous les garde-fous pour éviter des impayés. Parce que c'est ça votre inquiétude, vous avez posé ça tout à l'heure pour dire. En cas où il y a des impayés, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous, on a une grille de performance au niveau de toutes nos coopératives pour voir à quel niveau la production ne va pas échouer. Donc, c'est le niveau où nous avons certains des puits artésiens et dont nous sommes sûrs que la production ne va pas échouer, que nous mettons en place ces histoires-là. Vous allez voir, dans des années passées, nous avons jusqu'à 35 coopératives. Mais à partir de 2017, que nous avons mis le cluster ensemble, nous sommes revenus à 12 coopératives. Mais néanmoins, la production a même triplé. Et c'est ça qui nous a permis de faire des recouvrements totalement. On est toujours à 100% donc de recouvrement. Et c'est ça qui est en train donc de pérenniser un peu notre système. Donc le remboursement, il n'y a pas d'inquiétude. La COP dit pas. Vous avez demandé le pourcentage. À quel pourcentage? Nous sommes tombés d'accord sur l'arbitrage aussi de l'ETD, qui quand même nous a permis
d'avoir un contrat. Souvent avec la COP DIPA, nous signons un contrat. Et le contrat prend en compte la totalité des montants que nous devons quand même prendre et utiliser par campagne. Ce qu'on avait fait, nous avons défini, puisque la COP DIPA, c'est une structure commerciale, c'est une coopérative commerciale. Mais néanmoins, selon la clause entre COP DIPA et PADAM, aucun iota d'intérêt n'est mis sur les intrants. Mais ça a permis que nous, on a pris, parce que nous aussi, on leur a dit, on ne fait pas de magie sur les intrants. C'est pour juste aider les producteurs à réussir la campagne. C'est ça. Mais la COP DIPA dit, nous sommes une structure commerciale, mais pour nous garantir la rentrée vraiment effective des fonds dans le contrat, il faut qu'on insère des clauses de remboursement. Et ça fait que, à l'entame, avant de prendre les intrants, il faut qu'on verse 20%. Et c'est quand vous déposez 20%, on nous livre la totalité des intrants, à savoir l'urée, NPK et les herbicides. Voilà. Aussi également aussi les semences. Maintenant, on prend ces intrants. Maintenant, c'est conclu que dans les clauses du contrat, le remboursement total doit être effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année. Maintenant, nous, on démarre les opérations commerciales à partir de fin novembre, voire décembre. Et ça finit jusqu'en février. Mais néanmoins, on tient compte du deadline et là, on fait les échéanciers et qui n'ont jamais excédé le 31 décembre avant le remboursement. Donc, c'est sur un contrat bien précis et très clair. Maintenant, et par rapport au marché du riz, j'ai dit tout à l'heure que l'environnement n'est pas si trop favorable. Vous-même, vous le savez au Bénin, le marché du riz est très très vaste. Parce qu'il y a la concurrence du riz importé qui ne laisse pas place à la production locale. Donc, ça fait que, et aussi également, nous, la mentalité de nous, les Béninois, c'est d'apprécier plus ce qui vient d'ailleurs. Donc ça fait que le riz produit au Bénin est fortement concurrencé sur le marché. Et c'est pourquoi, quand Padam a abordé la question du marché, moi je vois que c'est vraiment un bout de souffle qui va nous permettre quand même de développer toutes nos activités tout au long de notre chaîne. Donc, effectivement, ouais, moi je suis ESOP, nous avons un réseau des ESOP que nous appelons RESOP qui existe plus de 10 ans et sur le grand marché de Cotonou pour distribuer quand même les riz. Nous envoyons les produits. Mais dans les environs également, chez nous ici à Lalo, Lokosa, Dogbo, Azover, dans le supermarché et dans certains petits commerçants, nous quand même on livre aussi effectivement ces riz-là. Mais étant donné que la production est en train de prendre une graduation, il faut que nous puissions quand même trouver des marchés qui doivent quand même absorber le produit jusqu'à un certain hauteur pour nous permettre quand même de pérenniser notre système. Et ça fait que depuis 2007, moi j'ai toujours écrit au PAM par rapport à leur marché. Mais cela n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Et c'est en 2020 que j'ai pensé faire une requête. Mais ma requête qui permet quand même d'avancer, c'est parce que nous sommes dans une association qu'on appelle CNTRB. Vous aviez entendu quand vous aviez passé ici pour faire une étude par rapport à ce projet. Je vous en avais parlé. Et c'est cette structure qui m'a permis quand même d'écrire une note en direction de la Fondation Claudine Talon. C'était fait, et quand j'ai eu l'audience, j'ai rédigé quand même un petit plaidoyer que je lui ai déposé. Mais le même jour, la première dame me disait que par rapport à ce marché institutionnel, qu'elle me garantit, mais quand même m'aider par rapport à ça. Et c'est ça qui a débouché sur le marché PAM. Et aujourd'hui, le dossier est un peu en évolution. Mais je vous avoue que ce marché et ces actions de plaidoyer, tout ça là, ont été soutenues par les Canadiens. Et le PAIFER, le CECI PAIFER, le projet CECI PAIFER, ils nous ont accompagnés par rapport à ça. Mais ça a quand même porté. Et aujourd'hui, le processus est vraiment en cours.
Même aujourd'hui, à la descente, il y a l'intendant principal des PAM qui est venu quand même faire aujourd'hui les prélèvements pour les échantillons, pour l'analyse. Et bientôt après l'analyse, il faut commencer par enlever les produits. C'est au niveau, ce n'est pas seulement au niveau des réserves, mais il y a beaucoup d'unités de transformation sur le territoire béninois qui rentrent dans cette relation contractuelle avec le PAM. Nous avons un montant de 195 millions globalement, mais la subvention de PADAM s'élève jusqu'à 64 millions, ce qui va nous permettre de mettre en place et de réaliser les magasins supplémentaires, parce que vous voyez, aujourd'hui nous sommes dans un hangar, alors que c'est à côté donc du magasin qu'on quand même on avait un peu nos bureaux, alors que la quantité du paddy est un peu à la hausse. Donc voilà, c'est un déficit d'infrastructure remarquable. Aujourd'hui, notre entreprise, nous avons fait quand même une délocalisation en 2019. Vous n'étiez plus là, nous sommes sur notre propre site. Mais aujourd'hui, l'entreprise est laissée quand même sur la divagation des volailles, des animaux, un peu partout. Et ce n'est pas bien pour une entreprise agroalimentaire. Nous avons quand même essayé que les appuis de PADAM rentrent dans ce sens, et aussi certains équipements de performance. Parce que ce que nous avons là actuellement, le volume attendu ne répond plus. Parce que si je prends par exemple le contrat avec le programme alimentaire mondial, c'est des grosses quantités que ceux-là demandent. Et s'il faut transformer 200 tonnes en 2 mois pour quand même satisfaire ce marché, il faut quand même des équipements très performants. Par exemple, je prends le cas de la trieuse optique. Il faut au moins 2. La mini-réserve, il faut au moins 2. Et pour que les 2 équipes puissent quand même fonctionner simultanément, pour donner quand même un grand rendement, pour gagner, pour pérenniser donc ces gens de marché. C'est vraiment très très important. Est-ce qu'avec la COP-DICPA, vous avez eu des meilleurs prix pour les engrais, pour les semences, par rapport à d'habitude? J'imagine qu'avant, vous ne fournissiez pas avec la COP-DICPA, ou bien? Oui, merci beaucoup. Je pense que les prix n'ont pas varié. Les prix n'ont pas du tout commis de variation. Parce que PADAM a fait un appui à ne pas détruire ce qui était existé. C'est ça leur stratégie. Au point où c'est l'ancien distributeur d'intrants qui était dans notre cluster, qui a quand même aussi fourni des intrants, donc les prix n'ont pas du tout changé. L'enregistrement des coopératives était fait, parce que c'était des cantines telles que vous le saviez, mais à l'avènement de la loi OADA, c'est important que les coopératives peuvent mener donc des activités commerciales. Là, nous, on a dit, il faut qu'ils se formalisent et laissent tontine et deviennent coopératives. Donc ça fait que les coopératives se sont formalisées tout en respectant l'acte uniforme de l'OADA dû au système coopératif. Donc, nous sommes ici dans le magasin de stockage du riz Paris. Donc, c'est ça que vous Nous sommes en train d'aller vers la triège pour nous débarrasser de tout ce qui est corps étranger, déchets, et prêt pour quand même aller sur le marché. Donc c'est un équipement qui quand même représente le poumon de la transformation du riz aujourd'hui. C'est très apprécié par les consommateurs. Mais c'est un équipement qui au moins par jour fait 4-5 tonnes. 4 à 5 tonnes de tri par jour. Oui. Donc ça vous permet d'être plus performant et pour répondre aux exigences du marché. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Nature Lalo, produit au Bénin. Voilà. Et ça c'est le cassé, c'est un emballage de 5 kg, mais ça c'est destiné pour le riz cassé.
L'emballage de riz cassé, 5 kg également. Ça, c'est en jaune. En jaune. Voilà. Maintenant, 5 kg. 5 kg. Et 5 x 5. 5 x 5. Ils mettent 5 x 5 de ceci. Oui. Voilà. Dedans, il y a aussi le long grain, le cassé. Ça, là, c'est le cassé. C'est le 25 kg cassé. 25 kg de riz cassé. Vous allez constater que l'emballage, les couleurs diffèrent. Voilà. Je remercie vraiment la mission PADAM qui quand même a prévu faire quand même une petite évaluation à mi-parcours du projet en direction de nous les bénéficiaires. Et je pense que toutes nos attentes sont déjà exprimées et ce qui est fait jusque-là, c'est déjà dit. Et je demande que PADAM puisse quand même faire ses accompagnements tels qu'on l'a souhaité jusqu'à terme et aussi essayer d'accélérer un peu le processus par rapport à la mise en œuvre de son programme pour que nous ne soyons pas confrontés aux éléphants blancs. Je pense que le ministère avec le gouvernement ont déjà fait un grand pas par rapport donc à ce processus et je ne peux que les remercier